Le crépuscule ne tomba pas sur les Rocheuses canadiennes, il les écrasa. Nous avions atteint le sommet de la voie d'escalade au moment précis où le soleil, tel un œil injecté de sang, se fermait derrière la dentelure acérée des sommets occidentaux. Jusqu'alors, l'effort physique avait maintenu une illusion de chaleur, une friction interne née de la lutte contre la gravité. Mais dès que l'astre disparut, le monde changea de substance. Ce n'était pas simplement la nuit qui arrivait, c'était un jugement. En l'espace de quelques minutes, la température chuta de 30 degrés. Je ne possédais pas de thermomètre, mais mon corps, cette machine biologique soudainement fragile, enregistra la violence de l'écart. C'était le mois de mars sur la promenade des glaciers, ce corridor sauvage qui serpente entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Ici, la nature ne pardonne pas l'incompétence, elle l'absorbe avec une indifférence minérale. Nous étions perchés sur une corniche de glace et de calcaire, suspendus au-dessus du vide, et nous venions de commettre l'erreur fatale, celle que l'on enseigne dans les manuels comme l'exemple à ne pas suivre. Nous étions là, exposés, sans équipement de bivouac, alors que la nuit polaire étendait son linceul. « C'est mauvais, Peter, » dit Owen. Sa voix était étouffée par le vent qui commençait à hurler, un son qui ne ressemblait à rien d'humain, une plainte millénaire s'engouffrant dans les couloirs de pierre. Je le regardais. Owen, mon compagnon de cordée, cet homme avec qui j'avais partagé des jours de ski de randonnée et de grotte de neige, n'était plus qu'une silhouette encapuchonnée, une forme sombre luttant contre le tremblement naissant de ses propres membres. « On doit descendre, répondis-je, mais mes mâchoires claquaient déjà avec une violence autonome, comme si mon squelette cherchait à s'échapper de ma peau. Maintenant! Mais descendre n'était pas marcher. Il n'y a pas de sentier dans le ciel. La voie que nous avions gravie serpentait, traversait, montait pour mieux redescendre. C'était un labyrinthe vertical. Tandis que nous préparions les cordes avec des doigts qui s'engourdissaient à une vitesse terrifiante, mon esprit, par un mécanisme de défense étrange, se détacha du présent immédiat pour flotter vers le passé, vers la genèse de cette folie. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi un garçon de Plymouth, Massachusetts, fils d'architecte et d'infirmière, se retrouvait-il à geler sur une paroi canadienne? La réponse, comme souvent, résidait dans une absence. J'avais grandi à Marlborough, coincé entre l'optimisme rugissant des années 50 et le chaos psychédélique des années 70. Nous étions 5 enfants, une tribu bruyante et joyeuse, imprégnée de l'héritage grec de ma mère, les danses, la nourriture, les cousins, une exubérance méditerranéenne transplantée en Nouvelle-Angleterre. Mais cette joie avait une date de péremption. Elle s'appelait Eleanor, ma sœur aînée, ma bien-aimée. J'avais 14 ans le jour où je suis rentré de l'école pour trouver la note sur la table de la cuisine. Eleanor, emportée par la vague du tune-in, turn-on, drop-out, avait choisi la fuite. Elle était partie, juste comme ça, une déchirure dans le tissu de notre réalité. Je me souviens du silence qui a suivi. Ce n'était pas un silence paisible, mais un vide hurlant. Mon père, cet homme solide qui construisait des maisons pour abriter les gens, s'était effondré de l'intérieur. Il était parti à sa recherche, une chasse désespérée qui a duré des mois, sillonnant les routes, interrogeant les fantômes. La famille, autrefois un noyau fusionnel, s'était atomisée. Les rires grecs s'étaient tus. Ma mère portait son chagrin comme un manteau de plomb. Et moi, l'adolescent, j'avais compris une chose terrible. La sécurité est une illusion. Si Eleanor pouvait disparaître, alors rien n'était solide. C'est cette fracture qui m'avait poussé dehors. J'avais voulu abandonner l'école, fuir moi aussi, mais mes parents m'avaient retenu au bord du précipice. Le compromis fut cet échange étudiant dans le Montana, Bozeman, l'Université d'État. Là-bas, j'avais troqué le silence de ma maison contre le silence des montagnes. J'avais rejoint la patrouille de ski, le club de plein air. J'avais appris à parler le langage de l'altitude pour ne plus avoir à parler celui de la perte. Et maintenant, cette fuite en avant m'avait conduit ici, à côté d'Owen, sur cette paroi de glace. « Peter, la corde! » cria Owen. Je revins brutalement à la réalité. Owen essayait de lever la corde, mais le froid avait transformé le nylon en câble d'acier et ses mouvements devenaient désordonnés. L'hypothermie n'est pas seulement physique, elle est cognitive. Elle commence par vous voler votre chaleur, puis elle s'attaque à votre logique. Au lieu d'étaler la corde proprement, nous avions créé un nid de serpents emmêlés. « Laisse, dis-je, ou plutôt
essayai-je de dire. Attache-la autour de toi. Mes propres choix techniques, dictés par l'arrogance de la jeunesse et le manque de moyens, revenaient me hanter. J'avais grimpé toute la journée avec un équipement de fortune. Des bottes de ski en cuir rigide datant de 1960 qui me sciaient les chevilles. Pas de piolet technique moderne, mais un simple piolet classique et un marteau à glace. La différence entre les deux est cruciale, une nuance qui peut coûter la vie. Avec un piolet, on plante la lame, on lâche prise, on se repose sur la dragonne. Avec un marteau, on plante, mais on ne peut jamais lâcher. La main doit rester fermée, les muscles contractés, une tension perpétuelle. J'avais passé la journée entière à serrer ce manche comme si je tenais ma propre vie par la gorge. Mes avant-bras étaient brûlés, gorgés d'acide lactique, tétanisés. J'avais ralenti notre progression. C'était ma faute si nous étions encore là au coucher du soleil. Ma force, dont j'étais si fier, était devenue notre condamnation. La nuit était maintenant complète. Les étoiles apparaissaient, non pas comme des guides bienveillants, mais comme des témoins glacés de notre détresse. Des milliers d'étoiles, d'une clarté insupportable, perçaient le velours noir du ciel. C'était d'une beauté à couper le souffle, et cette beauté était terrifiante, car elle soulignait notre insignifiance. « On doit traverser, » dis-je à Owen, « atteindre le premier appel. » Nous étions à 500 ou 600 pieds au-dessus du sol. Le vide sous nos pieds était une gueule ouverte. Owen prit une extrémité de la corde emmêlée et s'encorda. Je fis de même, laissant du mou entre nous. Je passai le reste de la corde en bandoulière sur mon épaule, le poids des broches à glace et des mousquetons cliquetant contre ma hanche, un bruit métallique rythmant nos tremblements convulsifs. Nous entamâmes la traversée sur une corniche étroite. Chaque pas était une négociation avec la mort. Mon corps était secoué de spasmes incontrôlables. Mes dents claquaient si fort que je craignais qu'elles ne se brisaient. Je n'avais plus de nourriture. Nous avions bu toute notre eau. Nous étions des coquilles vides, grelottantes, progressant à l'aveugle sur du verglas. Dans mon esprit embrumé, une pensée absurde et récurrente tournait en boucle. Je ne peux pas faire ça à mes parents, pas après Éléonore. Si je mourais ici, gelé comme une statue grotesque sur une montagne canadienne, je ne serais pas seulement un cadavre. Je serais le coup de grâce pour ma mère et mon père. Je serais la deuxième disparition, celle dont on ne se remet pas. Cette culpabilité était plus lourde que le matériel sur mon dos. Elle était une pierre noire dans mon ventre. Nous atteignions finalement le premier point de rappel. Un petit arbre, tordu et rabougri, s'accrochait à la roche, défiant les éléments. C'était notre ancre de salut. La procédure standard, la seule procédure sensée, aurait été de sacrifier un anneau de sangle. On fait une boucle autour de l'arbre, on passe la corde dedans et on descend. On laisse la sangle derrière soi. C'est le prix du passage. Quelques dollars de nylon pour la sécurité. Mais l'hypothermie est un démon qui murmure des économies dérisoires. « On n'a pas assez de sangles pour toute la descente, » dit Owen, ou peut-être était-ce moi qui le pensais. La confusion des esprits était totale. « Si on laisse celle-là ici, on en manquera plus bas. »« On passe la corde directement autour de l'arbre, proposai-je. On pourra la tirer d'en bas. » C'était une décision stupide, criminelle. La friction de la corde sur l'écorce et le bois rugueux rendrait le rappel difficile, voire impossible. Mais dans notre état de délabrement mental, où la logique s'effilochait comme un vieux cordage, cela semblait être une idée brillante. Nous voulions garder notre matériel. Nous nous accrochions à nos possessions comme si elles pouvaient nous sauver, alors que c'était le lâcher-prise qui était nécessaire. Nous installâmes la corde autour du tronc. Owen descendit le premier, disparaissant dans l'obscurité. Je l'entendis rebondir contre la paroi, ses crampons crissant sur la pierre. Puis le silence, suivi d'un cri lointain. « Libre !» C'était mon tour. Je saisis la corde glacée. Mes mains, engoncées dans des mitaines de laine durcies par le gel, n'avaient plus aucune préhension fine. Je me laissais glisser, rebondissant dans le vide, avalé par la nuit. Il y avait un passage en surplomb, un endroit où la roche se dérobait et où l'on pendait dans le vide absolu, tournoyant lentement avant de toucher la terrasse inférieure.
Je glissais le long de ce fil d'Ariane, sentant le froid mordre à travers mes couches de vêtements, cherchant mes organes vitaux. J'atterris lourdement à côté d'Owen dans la neige profonde. Nous étions vivants, une étape de franchie. « Tire la corde, dis-je haletant. Je saisis un brin, Owen l'autre. Nous tirâmes. La corde se tendit et s'arrêta net. « Non, souffla Owen. Non, non, non. » Nous tirâmes de toutes nos forces, pesant de tout notre poids combiné sur le nylon. Rien. La corde était coincée là-haut, mordue par l'arbre, prisonnière de notre avarice et de notre stupidité. Elle ne bougeait pas d'1 millimètre. Nous étions piégés. Sans la corde, nous ne pouvions pas descendre le reste de la paroi, et nous ne pouvions pas rester ici. La panique, froide et tranchante, monta en moi, rivalisant avec le gel. « Il faut remonter, dis-je. » Les mots avaient un goût de cendre. Remonter signifiait grimper le long de la corde, dans le vide, sans assurance, épuisés comme nous l'étions. C'était du suicide. Mais l'alternative était une mort lente par congélation. « Je n'y arriverai pas, » murmura Owen, regardant le fil noir disparaître dans la nuit au-dessus de nous. « Tu dois le faire, » insistai-je, bien que je sentisse mes propres jambes se dérober. « Je vais faire contrepoids. » Je pris l'autre bout de la corde, je l'enroulai autour de mon corps, créant une tension précaire, et je m'allongeai dans la neige, m'enterrant pour servir d'ancre plumaine. « Vas-y, Owen, grimpe !» Je sentis les secousses sur la ligne alors qu'il commençait son ascension impossible. J'avais le visage pressé contre la glace, comptant les battements erratiques de mon cœur. Chaque mouvement d'Owen se répercutait dans mes vertèbres. Il montait vers l'arbre maudit, vers notre erreur. Le temps s'étira, devint une matière visqueuse. Je ne savais pas depuis combien de temps il grimpait. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Soudain, un cri déchira la nuit. « Je tombe !» La corde se détendit brutalement, puis me scia les côtes avec une violence inouïe. Je roulais sur le côté, essayant instinctivement d'amortir le choc, mais la physique était impitoyable. Quelque chose là-haut avait cédé. Owen chutait dans l'abîme, et j'étais la seule chose qui le reliait à la terre. Le choc fut brutal, mais pas fatal. La neige profonde amortit sa chute, et peut-être que son pied s'était pris dans une boucle ou que la corde avait sauté de l'arbre au moment de sa perte d'équilibre. Par miracle, le mouvement violent avait libéré la corde. Elle tomba sur nous en sifflant comme un fouet. Owen se releva, couvert de neige, tremblant de tout son corps, mais indemne. La corde était là, à nos pieds, un tas inerte et salvateur. « On l'a, » dit-il, la voix brisée par les sanglots, « on a la corde. » Nous n'avions pas le temps de célébrer, nous n'avions pas le temps de ressentir le soulagement. Le froid était un prédateur qui ne dormait pas. Nous ramassâmes la corde et continuâmes notre traversée vers le prochain relais. Nous étions maintenant sortis de la zone de neige, arrivant sur une section de roches pures. Là, scellés dans la montagne, se trouvaient 2 pitons en fer, cimentés à l'époxy, reliés par des chaînes et des anneaux métalliques. Un relais équipé, un signe de civilisation. C'était l'endroit où les grimpeurs venaient s'entraîner en été. C'était la sécurité. On y est presque, pensais-je, juste un rappel de plus. L'espoir, cette chose dangereuse, commença à refleurir. Je m'attachai au relais. Je pris l'extrémité de la corde, le bout amer, comme on l'appelle en termes marins, et je la lançai vers le bas, dans l'obscurité, avec l'intention de la laisser se dérouler proprement pour notre descente finale. Mais le destin, ou peut-être simplement la géométrie fractale de la roche, en décida autrement. La corde ne tomba pas droit. Elle se posa sur une arête de roche, un coin invisible dans la nuit, et quelque part plus bas, elle se coinça, instantanément. Je tirai dessus pour la libérer. Elle était bloquée. Je tirai encore, plus fort. Rien. Elle était coincée dans une fissure en forme de V, ou peut-être enroulée autour d'une écaille de pierre. Je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais que le sentir à travers la tension du nylon. J'avais lancé le bout de la corde. Je n'avais plus qu'une seule extrémité en main. Je ne pouvais pas rappeler la corde à moi. Je ne pouvais pas descendre dessus. Et je ne pouvais certainement pas remonter. Nous étions bloqués, vraiment bloqués cette fois. Owen me regarda, ses yeux grands ouverts dans l'ombre de sa capuche, reflétant une terreur pure, animale.
Il comprit sans que j'aie besoin de parler. L'hypothermie, qui avait patiemment attendu son heure, profita de notre immobilité. Elle s'engouffra dans mes vêtements, traversa ma peau et commença à éteindre mes organes un par un. Mon corps devint un lieu étranger, une maison dont les lumières s'éteignaient pièce après pièce. C'est alors que la terreur céda la place à autre chose, une sensation étrange, contradictoire. Une part de moi hurlait de peur, pensant à mes parents, à la douleur que j'allais causer. Mais une autre part, plus profonde, plus ancienne, peut-être ce que les biologistes appellent le cerveau reptilien, ou peut-être quelque chose de bien plus vaste, s'éveilla. Je me souvins d'un film, Little Big Man, avec Dustin Hoffman. Il y avait ce vieux chef indien, Old Lodge Skins, qui sortait de son tipi et déclarait face à l'univers « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir ». Je regardais autour de moi. La nuit était d'une clarté cristalline. La Voie lactée traversait le ciel comme une cicatrice de lumière. La neige sur les sommets environnants brillait d'une luminescence spectrale. J'entendais le grondement sourd de la rivière, très bas dans la vallée, comme le sang de la terre qui coulait. C'était si beau, si incroyablement douloureusement beau. Ce soir est une bonne nuit pour mourir, pensais-je. Et avec cette pensée, une paix immense, lourde et soyeuse commença à s'installer en moi, remplaçant la panique. J'acceptais mon sort. Je savais ce qui allait arriver. Il n'y avait pas d'échappatoire. Puis, le paradoxe ultime de l'hypothermie se manifesta. Alors que mon corps central gelait, mes vaisseaux sanguins, épuisés par la constriction, se dilatèrent soudainement. Un afflux de sang chaud se rua vers ma peau. J'avais chaud, une chaleur brûlante, tropicale. « J'ai trop chaud, dis-je à voix haute, mes doigts gourds cherchant la fermeture éclair de ma parka. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Owen, sa voix teintée de panique. « Ne fais pas ça, remonte ta veste. »« Va te faire foutre, grognai-je, luttant avec le curseur métallique. Je brûle. » Je dézippais mon manteau, exposant ma poitrine au vent glacial de moins 30 degrés, accueillant la morsure de l'air comme une caresse. Je tirais toujours machinalement sur la corde coincée, un geste réflexe dénué d'espoir, mais mon esprit était déjà ailleurs. Je commençais à m'endormir. Ce n'était pas un sommeil progressif, cotonneux, c'était comme une guillotine, un rideau de plomb qui tombait. Clac! Noir complet, néant. Puis, une douleur aiguë. Mon casque heurta la roche. Je sursautais, réveillé par le choc. Je me redressais sur mes jambes flageolantes, tirais sur la corde, encore. Et le cycle recommença. Le rideau tomba. Je sombrais. Je heurtais le mur. Je me réveillais. Je ne sais pas combien de fois ce cycle se répéta. 10 fois, 100 fois. Mais la dernière fois fut différente. Je me relevais, vacillant au bord du précipice. Et là, ma vision changea. Ce n'était plus le flou de la fatigue, c'était le tunnel. Un cercle noir, parfaitement défini, apparut à la périphérie de mon champ de vision. Il commença à se refermer rapidement, comme l'iris d'un objectif ou le projecteur d'un théâtre qui s'éteint sur l'acteur principal. Je voyais la rivière en bas, les étoiles en haut, mais le cercle se resserrait, impitoyable, mangeant le monde. Je m'évanouis encore, pensais-je avec une lucidité détachée. Je vais retomber. Mais alors que le noir complet envahissait tout, engloutissant la montagne, la rivière et Owen, je réalisais avec stupeur que je ne m'endormais pas. Le monde extérieur avait disparu, effacé, mais je étais toujours là. J'étais conscient, j'étais éveillé dans le noir absolu. Pourquoi suis-je encore là? La confusion me submergea. Je sentais que j'avais les yeux ouverts, mais il n'y avait rien à voir, juste des ténèbres infinies, denses, palpables. Plus de corps, plus de froid, plus de douleur, juste ma conscience flottant dans un vide sans fond. Et puis, au loin, très loin, une distance incalculable, une piqûre d'épingle. Une lumière! Elle apparut comme un pop silencieux, un seul point lumineux dans cet univers d'obsidienne.
Elle était plus lointaine que l'étoile la plus reculée que j'ai jamais vue, et pourtant, elle semblait me regarder. Soudain, elle bougea. Elle ne se contenta pas de grandir, elle se rua vers moi. Elle traversa cet abîme infini à une vitesse qui ridiculisait la lumière elle-même. Une expansion foudroyante, une explosion silencieuse de pureté qui remplissait l'espace. Et avant même qu'elle ne m'atteigne, elle me parla. Pas avec des mots, pas avec de l'anglais ou du grec. C'était un téléchargement direct, une injection de connaissances pures dans mon essence. Le message était simple, absolu et terrifiant. « Je te prends ». Ce n'était pas une question, c'était une déclaration de propriété. Elle venait avec une puissance omnipotente, une autorité qui écrasait les galaxies. Dans un dernier sursaut de mon ego humain, de ce petit Peter Panagoret qui voulait survivre, je pensais « Ah non, tu ne me prends pas, je ne vais nulle part ». Je puisais au fond de moi, cherchant cette volonté qui m'avait fait traverser les épreuves, cette obstination qui m'avait fait grimper avec un marteau. Mais ma volonté était une bougie face à un soleil nucléaire. Elle fut soufflée instantanément. Zéro, rien. La lumière m'engloutit. Ce qui s'ensuivit ne fut pas un déplacement dans l'espace, mais un effondrement des barrières de la perception. J'avais décrit cela plus tard comme une porte qui s'ouvrait, ou peut-être une cascade, mais les métaphores terrestres sont des vêtements trop étroits pour habiller cette vérité. C'était une cataracte de lumière vivante, une substance fluide faite de poussière d'étoiles et de couleurs qui n'existaient pas dans le spectre visible de l'œil humain. C'était la chose la plus séduisante, la plus irrésistible que j'ai jamais rencontrée. Toute ma résistance, ce nom pathétique que mon ego avait tenté d'ériger comme une forteresse de paille, se désintégra instantanément. Ce n'était pas une défaite, c'était une dissolution. La volonté de Peter Panagoret, fils d'architecte, frère d'une sœur disparue, étudiant en quête d'aventure, n'avait plus aucun sens ici. Je ne voulais plus qu'une seule chose, elle. Cette lumière, je voulais m'y fondre, m'y noyer, être consommé par elle. Mais l'entrée dans cet absolu ne se fit pas sans péage. Je glissai d'abord dans un enfer de ma propre fabrication. C'est une notion étrange, biblique presque, et pourtant dépouillée de toute la théologie punitive des églises de mon enfance. Il n'y avait pas de diable avec une fourche, il n'y avait que moi, confronté à la réalité brute de mes actions. Le temps, cette construction linéaire qui nous permet de supporter l'existence moment après moment, cessa d'exister. Tout arriva simultanément. Je vis ma vie entière, mais je ne la vis pas comme un spectateur devant un écran de cinéma, je la revécus. Et pire encore, je la revécus de l'intérieur de ceux que j'avais touchés. J'étais dans chaque personne que j'avais blessée. Je ressentis avec une acuité dévastatrice la douleur que j'avais infligée. Je n'étais pas Peter s'excusant ou se justifiant, j'étais la victime de Peter. Je ressentis la déception de ma mère, l'inquiétude sourde de mon père, les petites trahisons envers mes amis, les mots durs prononcés par insouciance. Je ressentis l'impact de mon égoïsme, non pas comme une idée abstraite, mais comme une brûlure physique et émotionnelle. Je vis aussi la douleur que j'avais causée au divin lui-même, car chaque être humain que j'avais blessé était une parcelle de cette entité suprême. J'étais gonflé de honte, une honte cosmique, absolue. Je me voyais simultanément de l'extérieur avec mes justifications mesquines, mes raisons logiques pour avoir agi comme je l'avais fait, et de l'intérieur, ressentant la pureté de la souffrance causée. La disparité entre ce que je pensais être et la réalité de mon impact sur le monde était insoutenable. C'était cela, le jugement dernier, se voir soi-même sans le filtre protecteur de l'ego. Et pourtant, au milieu de cette autopsie morale dévastatrice, une voix s'éleva.
Elle ne parlait pas avec des ondes sonores, elle résonnait dans la trame même de ma conscience. « Je te connais, disait-elle, je t'ai toujours connu, tout de toi m'est connu. » Il n'y avait aucune colère dans cette voix, aucun rejet. C'était le paradoxe ultime. J'étais nu, exposé dans toute ma médiocrité et mes échecs, et pourtant, j'étais aimé. Aimé d'un amour si total, si inconditionnel, qu'il rendait le concept humain d'amour aussi pâle qu'une bougie face au soleil. Je n'étais pas jugé, j'étais simplement montré à moi-même. Et malgré tout ce que je voyais, j'étais le bien-aimé. Ma conscience commença alors à s'étendre, enflant comme un ballon que l'on gonfle à l'hélium divin. Je fus transporté à travers des distances incommensurables, vers une sorte de limite, un rebord de l'existence. De là, ma perspective bascula. Je n'étais plus un point singulier, j'étais un témoin universel. Je vis l'univers entier. Je vis les galaxies tourner comme des roues de feu. Je vis la naissance du cosmos et ce qui existait avant et au-delà. Je vis des multivers s'empiler les uns sur les autres. Et puis, mon regard se focalisa sur la Terre. Je vis notre planète comme un hologramme bleu et fragile portant 7 milliards d'âmes. Le message qui m'inondait était clair. Ils sont tous mes bien-aimés. Je vis l'intérieur de chaque être humain sur Terre. Je vis des gens dormir, faire l'amour, souffrir dans des guerres, naître et mourir. Je vis la banalité et l'horreur, la beauté et l'ennui. Mais ce qui me frappa le plus, c'était ce qui brillait au centre de chacun d'eux. À l'intérieur de chaque poitrine humaine, il y avait une lumière dorée. C'était de l'or pur, l'étincelle divine originelle. Chaque personne, du saint au criminel, portait cette lumière. Mais ils ne pouvaient pas la voir. Une sorte de mousse épaisse, un brouillard gris et dense, recouvrait l'humanité, s'étendant jusque dans l'atmosphère. Cette croûte d'ignorance et de peur empêchait chacun de voir la lumière en l'autre. Ils se cognaient les uns aux autres dans l'obscurité, se blessaient, s'entretuaient, ignorant qu'ils partageaient tous la même essence sacrée. L'ironie tragique de la condition humaine m'apparut dans toute sa brutalité. Nous sommes des dieux qui ont oublié leur divinité, perdus dans un brouillard de notre propre création. Je fus alors submergé par un influx de connaissances et de sensations. Beauté, joie, compréhension, béatitude, adoration. Je me sentais entier pour la première fois. J'étais chez moi. C'était le paradis, non pas comme un lieu géographique, mais comme un état d'être. J'étais dans un confort infini, une sécurité absolue. Puis, la contraction commença. Le lien avec ma vie humaine, que je croyais rompu, se réactiva. Une pensée traversa l'extase, mes parents. Je vis leur souffrance, je vis l'accumulation de leur douleur depuis la disparition d'Éléonore, cette plaie jamais refermée. Et je vis ce que ma mort, ici, sur cette montagne glacée, leur ferait. Je vis l'avenir potentiel, un deuil insurmontable, une destruction finale de ce qu'il restait de ma famille. La cruauté d'ajouter cette blessure à leur fardeau me semblait intolérable. Je posa la question, ou plutôt l'intention de la question se forma en moi. Dois-je partir? La voix répondit par une interrogation. Pourquoi? Parce que mes parents ont perdu ma sœur, expliquai-je sans mots. Si je pars maintenant, ils vont souffrir, c'est trop cruel. À l'instant où je formulais cette pensée altruiste, je fus balayé à travers le paradis. Je sentis que je prenais de la substance, que je devenais plus dense. L'être de lumière m'accompagnait, me portant vers un choix. Devant moi apparurent des millions de portes, chacune représentant une possibilité, un chemin de vie menant à mon corps. La voix divine me dit « Choisis ». Elle me montra les possibilités, et elle ajouta avec une douceur infinie « Choisis-moi, choisis la lumière ».
C'était le moment critique. Une partie de moi, cette étincelle d'individualité que je n'avais pas complètement abandonnée, désirait encore l'autonomie. Je voulais créer, je voulais vivre, je voulais exercer ma liberté. Je ne choisis pas la lumière totale, je choisis une porte légèrement à côté, je choisis la vie. La transition fut brutale, je fus aspiré dans un tunnel, accélérant à une vitesse vertigineuse. Au fur et à mesure que je descendais, je me sentais devenir plus petit, plus compact, écrasé. C'était comme être forcé dans un étau. De l'expansion infinie, je passais à la constriction absolue. Je fus littéralement vissé dans mon corps. La sensation fut atroce. Imaginez un génie cosmique, immense et puissant, que l'on force à entrer dans une bouteille minuscule et gelée. Je me sentis claqué à l'intérieur de cette enveloppe de chair, d'os et de sang figé. C'était comme être poignardé par la réalité matérielle. J'étais de retour. La douleur physique qui avait disparu revint avec la violence d'un train de marchandises. Le froid n'était plus une abstraction, il mordait chaque cellule. Mes muscles étaient tétanisés, mes articulations criaient. J'étais coincé dans ce conteneur misérable, cette prison biologique. Une confusion totale m'envahit. Où étais-je? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi suis-je ici? Mon cerveau, cette machine biologique imparfaite, commença à redémarrer, crachotant comme un vieux moteur par temps froid. Les sens revinrent un par un. L'ouïe d'abord. J'entendis des hurlements, un son animal, paniqué. J'ouvris les yeux. Le monde était sombre, froid, hostile. Au-dessus de moi, un visage déformé par la terreur. Owen. Il me secouait, il criait. « Oh mon Dieu, tu étais mort, Peter, tu étais mort !» Il pleurait, des larmes qui gelaient probablement sur ses joues. « Si tu mourais, j'allais mourir, ne me fais pas ça !» Je le regardais, mais je ne le comprenais pas tout à fait. Une partie de moi était encore ailleurs. Je vivais une dissociation profonde. J'étais là, allongé dans la neige, grelottant de manière incontrôlable, sentant la bave geler sur mon menton, et en même temps, j'étais au-dessus de la scène. Je flottais, observateur impassible de ce drame minuscule, sur une corniche insignifiante, au milieu de montagnes insignifiantes, au milieu de montagnes indifférentes. Je voyais mon corps comme une marionnette cassée, et je voyais Owen, ce pauvre garçon terrifié qui avait cru perdre son seul lien avec la survie. Je ne pouvais pas parler, ma mâchoire était verrouillée par le froid et par le choc du retour. Je n'avais pas de mots pour lui dire ce qui venait de se passer. Comment expliquer l'infini à quelqu'un qui a peur de mourir de froid? Comment dire « j'ai vu Dieu et l'univers entier » quand on arrive à peine à claquer des dents? Il me releva, me tirant par mon harnais. Il était hystérique, mélangeant reproche et soulagement. « Tire la corde !» hurla-t-il. « On doit descendre !» C'était absurde, revenir de l'omniscience pour tirer sur un bout de nylon coincé. Mais c'était la réalité. La mission n'avait pas changé. Survivre. Je saisis la corde. Mes mains étaient des blocs de bois, insensibles, maladroites. Je tirais. Par un miracle de la physique ou une intervention divine ironique, la corde se libéra. Elle tomba sur nous en sifflant comme un serpent. Nous devions continuer. La descente devint un exercice mécanique, dénué d'âme. Nous installâmes le rappel suivant. Je bougeais comme un automate. Chaque geste, passer la corde dans le descendeur, vérifier le mousqueton, se pencher en arrière dans le vide, était effectué par la mémoire musculaire, pas par une volonté consciente. Ma volonté était restée là-haut, dans la lumière. Ce qui restait ici-bas n'était qu'un résidu biologique essayant de ne pas cesser de fonctionner. Owen descendit le premier cette fois. Je restais seul sur la vire glacée, dans le noir, attendant mon tour. Je regardais les étoiles. Quelques minutes plus tôt, j'avais été parmi elles. Je les avais vues de l'autre côté du voile. Maintenant, elles n'étaient que des points froids et distants dans un ciel indifférent. La beauté du monde physique qui m'avait tant ému juste avant ma mort me semblait maintenant fade, plate.
C'était comme regarder une télévision en noir et blanc mal réglée après avoir vu la réalité en haute dimension et en 1000 dimensions. Tout me semblait laid, la roche, la neige, le froid. C'était grossier, matériel, lourd. Je ressentais le poids de la gravité non pas comme une force physique, mais comme une oppression spirituelle. J'étais en exil. J'avais été chassé du jardin et renvoyé dans le désert. Je descendis à mon tour. Le vent fouettait mon visage, mais je ne m'en souciais plus. La peur avait disparu. C'est une chose étrange à dire alors qu'on est suspendu à une corde au-dessus d'un abîme mortel, mais je n'avais plus peur de mourir. Je savais ce qu'est la mort. C'était la maison. C'était la vie ici, dans ce corps souffrant, qui était l'épreuve. Nous atteignâmes enfin le bas de la paroi, trébuchant dans la neige profonde jusqu'à la sécurité relative du sol plat. Mais nous n'étions pas sortis d'affaire. L'hypothermie était toujours là, prédatrice patiente. Nous montâmes la tente avec des gestes lents et maladroits. Owen était toujours agité, parlant pour combler le vide, pour se rassurer que nous étions vivants. Je ne disais rien. Un silence profond s'était installé en moi, un silence qui allait durer des décennies. Nous nous glissâmes dans nos sacs de couchage. Nous fîmes fondre de la neige. L'eau tiède, puis chaude, commença lentement à réchauffer nos noyaux centraux. Owen buvait avidement, parlant de la chance qu'on avait eue, de la frayeur que je lui avais faite. Je tenais ma tasse, regardant la vapeur monter. Je ne pouvais pas lui dire. J'avais peur qu'il ne me croie pas, qu'il pense que mon cerveau avait manqué d'oxygène, que j'avais halluciné. Et surtout, les mots me manquaient. Le langage humain est construit pour décrire des choses, des actions, des émotions simples. Il n'est pas conçu pour décrire la non-chose, l'omniscience, l'amour pur. Alors je me tus. Je m'endormis, ou peut-être perdis-je conscience à nouveau, mais cette fois sans la lumière, juste le noir du sommeil d'épuisement. Le lendemain matin, nous avons rejoint la voiture. Nous avons allumé le chauffage à fond. Nous sommes restés assis là, deux survivants puants et épuisés, tandis que la chaleur artificielle nous ramenait à la vie moderne. Nous avons pris la route vers le sud. Le paysage canadien défilait par la fenêtre. C'était une journée magnifique. Le soleil brillait sur les champs enneigés. Le ciel était d'un bleu parfait. Les silos à grains projetaient des ombres nettes. Owen s'extasiait sur la beauté du jour, sur le fait d'être en vie. Moi, je regardais par la vitre et je voulais pleurer. C'était si laid. Comparé à ce que j'avais vu, ce monde n'était qu'une caricature grossière. Les couleurs étaient ternes, la lumière du soleil semblait sale. Il y avait des espaces entre chaque chose, une séparation fondamentale. Là-haut, tout était un. Ici, tout était fragmenté. Je voyais la lumière derrière la matière, je savais qu'elle était là, mais elle était piégée, inaccessible, cachée par la densité des objets et l'épaisseur de l'atmosphère. Je me sentais comme un étranger sur ma propre planète. Pire, je me sentais comme un prisonnier qui a goûté à la liberté absolue et qui a été ramené dans sa cellule. Je savais que j'étais insignifiant. J'avais vu ma taille réelle par rapport à l'univers. Je n'étais rien. Alors pourquoi être ici? Pourquoi endurer cette lourdeur, cette séparation, cette douleur? La question tournait en boucle dans mon esprit, obsédante. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi suis-je revenu? J'avais choisi de revenir pour mes parents, pour leur épargner une souffrance. C'était un acte d'amour, je le savais intellectuellement. Mais émotionnellement, je ressentais cela comme une erreur tragique. J'avais échangé le paradis contre un parking glacé en Alberta. Je ne pouvais plus vivre la même vie qu'avant, c'était impossible. Le Peter qui était monté sur cette montagne était mort. Celui qui était redescendu est un hybride, une conscience élargie coincée dans un corps étriqué. Je portais en moi un secret brûlant, une nostalgie dévorante pour une lumière que je ne pouvais plus atteindre. Tout ce qu'il me restait, c'était ce désir, cette faim.
Je décidai, assis dans cette voiture qui roulait vers le sud, que je devais poursuivre cette lumière. Je ne savais pas comment, je n'avais pas de manuel d'instruction. Je savais seulement que les plaisirs superficiels de mon ancienne vie, l'adrénaline, les fêtes, l'insouciance, n'auraient plus jamais le même goût. Ils auraient le goût de la cendre. Je devais trouver un moyen de retourner là-bas sans mourir. Je devais trouver le chemin intérieur. Je pensais aux livres que j'avais lus, aux poètes romantiques, aux mystiques. Hawthorne, Thoreau, Shelley. Avaient-ils vu ce que j'avais vu? Étaient-ils des éclaireurs sur ce chemin obscur? Je commençais ma double vie. À l'extérieur, j'étais Peter, l'étudiant, le fils, le survivant. À l'intérieur, j'étais un moine silencieux, pratiquant une ascèse invisible. Je me mis à prier, non pas pour obtenir des choses, mais avec une seule demande, répétée jour après jour comme un mantra désespéré. Aujourd'hui est un bon jour pour mourir. Prends-moi, ramène-moi à la maison. Je ne veux pas être ici. C'était la prière d'un exilé. Je ne savais pas encore que cet exil serait long et que la lumière que je cherchais à l'extérieur devrait être laborieusement cultivée à l'intérieur. Je ne savais pas que ma souffrance allait devenir mon carburant et que ma vision de la mousse sur l'humanité allait devenir ma mission. Essayer de voir la lumière dorée en chacun, même quand ils étaient insupportables, même quand j'étais moi-même insupportable. Mais pour l'instant, sur cette route canadienne, je n'étais qu'un jeune homme brisé, silencieux, regardant un monde en 2 dimensions et pleurant intérieurement la perte de la 3e. Le conflit ne faisait que commencer. Le conflit entre la mémoire de l'infini et la réalité du fini. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que personne ne sortirait d'ici vivant. C'était ma seule consolation. Les semaines qui suivirent notre retour des Rocheuses canadiennes furent enveloppées d'une brume étrange, non pas météorologique, mais perceptuelle. J'étais revenu physiquement, mais une partie essentielle de mon être semblait être restée là-haut, suspendue dans ce vide glacé et scintillant, ou pire, de l'autre côté de ce voile que j'avais traversé. Je marchais sur le campus de l'Université d'État du Montana comme un fantôme, hantant sa propre vie. Les étudiants autour de moi s'inquiétaient de leurs examens, de leurs amours naissantes, de la bière qu'ils boiraient le vendredi soir. Je les observais avec une distance clinique, presque anthropologique. Leurs préoccupations me semblaient triviales, microscopiques face à l'immensité cosmique que j'avais touchée. Le monde m'apparaissait toujours en 2 dimensions, plat, gris, dénué de la vibration sacrée que j'avais connue dans la mort. Owen et moi ne parlions plus de l'incident. Il y avait entre nous une gêne palpable, le fossé infranchissable entre celui qui a vu l'abîme et celui qui a simplement eu peur de tomber. Il me demandait parfois « Ça va, Peter, tu as l'air ailleurs ?» Je répondais invariablement « Je suis juste fatigué ». C'était un mensonge par omission. Je n'étais pas fatigué, j'étais écrasé par la lourdeur de la matière. La gravité ne pesait pas seulement sur mes muscles, mais sur mon âme. Je me sentais comme ce génie de la lampe dont je m'étais souvenu, comprimé dans une boîte de chair trop étroite, condamné à la linéarité du temps alors que j'avais goûté à l'éternité. Pourtant, la mémoire de la voix divine persistait. « Tu es aimé ». Cette phrase résonnait dans mon crâne durant les nuits d'insomnie. Si j'étais aimé, pourquoi cette douleur? Pourquoi ce sentiment d'exil? J'avais compris que je ne pouvais pas simplement attendre la mort. J'avais choisi de revenir, ou du moins, j'avais accepté le marché pour épargner à mes parents une nouvelle tragédie après la perte de ma sœur Éléonore. Cette pensée était mon ancre. Je ne pouvais pas être la source d'une autre blessure béante dans le cœur de ma mère et de mon père. C'est dans la bibliothèque universitaire, parmi l'odeur de la poussière et du vieux papier, que je commençais ma véritable reconstruction. Je cherchais des mots pour l'indisible. Je cherchais des cartographes de l'invisible qui avaient parcouru ce territoire avant moi.
Je dévorais Thoreau, cherchant dans ses descriptions de la nature la trace de cette lumière que j'avais vue derrière les étoiles. Je lisais Shelley, Coleridge, Wordsworth. Il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, murmurai-je en lisant les Upanishads. Peu à peu, une compréhension émergea. Je n'étais pas ici pour attendre la fin. J'étais ici pour voir. La vision que j'avais eue, celle de l'humanité recouverte d'une mousse épaisse, aveugle à sa propre lumière intérieure, n'était pas une condamnation. C'était un diagnostic. Et si je possédais le remède, ou du moins la capacité de percevoir la santé sous la maladie, alors j'avais une responsabilité. Je commençais à pratiquer le Kriya Yoga et la méditation avec une discipline féroce. Ce n'était plus une fuite, c'était un forage. Je devais percer la croûte de mon ego, calmer le tumulte de mon esprit traumatisé pour laisser passer, goutte à goutte, la radiance que j'avais connue. Le tournant décisif survint un après-midi de printemps plusieurs mois plus tard. La neige fondait à Bozeman, transformant les rues en ruisseaux boueux. Le soleil, enfin, avait un peu de chaleur. J'étais assis sur un banc, fermant les yeux, régulant ma respiration comme j'avais appris à le faire pour survivre au froid, mais cette fois pour survivre à la vie. Je plongeais en moi-même. Le silence s'installa, pas le silence terrifiant de la montagne, mais un silence plein, habité. Et là, dans le calme de mon propre cœur, je sentis une étincelle. Ce n'était pas l'explosion cosmique de mon expérience de mort imminente, c'était plus doux, plus subtil. C'était la même lumière, mais adaptée à la fréquence humaine. J'ouvris les yeux. Un couple passait devant moi, se disputant à propos d'une facture impayée. Leur visage était crispé, leur voix aigre. Auparavant, j'aurais vu de la laideur, de la mesquinerie. J'aurais jugé leur inconscience. Mais à cet instant, quelque chose se déchira dans ma perception. La mousse grise dont j'avais le souvenir devint translucide. Et sous leur manteau d'hiver, sous leur peur, sous leur colère, je vis, l'espace d'une seconde, cette lueur dorée. Je vis l'enfant divin en eux, celui qui voulait simplement être aimé et en sécurité. Je vis que leur colère n'était qu'un appel au secours déguisé. Une vague de compassion me submergea, si puissante qu'elle me coupa le souffle. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Ils étaient moi, j'étais eux. Nous étions tous des fragments de cette même lumière, luttant pour se souvenir de notre origine dans un monde dense et difficile. Je souris. Pour la première fois depuis la montagne, je souris vraiment. Le monde reprit sa troisième dimension. Les couleurs redevinrent vibrantes, non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que je les regardais avec les yeux de l'âme et non plus seulement avec ceux du corps. Le vert des premiers bourgeons me parut miraculeux. Le bleu du ciel n'était plus une barrière, mais une invitation. Je compris alors que ma prière quotidienne « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir » devait changer. La mort viendrait, c'était la seule certitude absolue, le dénouement inévitable de toute biographie. Mais l'impatience était une insulte au cadeau qui m'avait été fait. J'avais été renvoyé dans ce corps, vissé à l'intérieur comme je l'avais ressenti, non pas comme une punition, mais comme une mission. Je me levais du banc, mes jambes engourdies mais mon esprit clair. Je pensais à mes parents. Je savais que je devais rentrer, non pas pour mourir, mais pour vivre. Je devais leur apporter cette paix que j'avais trouvée. Je ne pouvais pas remplacer Éléonore, je ne pouvais pas effacer leur douleur, mais je pouvais être présent, totalement, radicalement présent, avec une qualité d'amour que je n'avais jamais eue auparavant. Je retournai à mon appartement et composai le numéro de la maison familiale dans le Massachusetts. « Allô? » La voix de ma mère était teintée de cette inquiétude habituelle qu'elle portait depuis la disparition de ma sœur. « Maman, dis-je, et ma voix était stable, ancrée. C'est Peter. »« Peter, tout va bien, tu ne nous as pas appelés dimanche. »« Tout va bien, maman, mieux que bien. » Je fis une pause, cherchant à transmettre l'énergie à travers les milliers de kilomètres de fils téléphoniques. Je voulais juste te dire que je t'aime, vraiment, et que je vais rentrer bientôt pour vous voir. Il y eut un silence au bout du fil, puis un soupir qui ressemblait à un relâchement de tension accumulée depuis des années.
Oh, Peter, nous t'aimons aussi. Nous sommes si heureux que tu sois en sécurité. En raccrochant, je sentis la dernière chaîne se briser. L'exil était terminé. Le paradis n'était pas un lieu géographique situé au-delà des galaxies, c'était une fréquence, un état d'être que je pouvais cultiver ici, maintenant, au milieu de la boue, des factures et des chagrins humains. J'avais survécu à la glace, j'avais survécu à la chute, j'avais survécu à la vision de l'infini qui menaçait de me rendre fou. Et maintenant, je savais comment survivre à la vie, en devenant un canal pour cette lumière dorée. Je sortis sur le balcon. Le soleil se couchait, incendiant les nuages au-dessus des Rocheuses. C'était le même soleil qui s'était couché le jour de notre ascension fatale, mais cette fois, il ne marquait pas le début de la terreur, il promettait un lendemain. Je regardais mes mains, ces mains qui avaient failli geler, qui avaient tenu la corde, qui avaient tremblé de peur. Elles étaient chaudes, elles étaient vivantes. Et pour la première fois, je sentis une immense gratitude pour cette petite boîte de chair, ce véhicule fragile et temporaire. C'était mon instrument. Merci, murmurai-je au vent, à l'univers, à cette présence qui ne m'avait jamais quitté. Je suis prêt. Je ne savais pas encore tout ce que l'avenir me réservait, les défis, les joies, les pertes, mais la peur fondamentale, celle de l'anéantissement et de la solitude, avait disparu à jamais. J'étais un citoyen de deux mondes, marchant sur la terre avec le cœur plein de ciel. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était, enfin, le bonheur.